le corps est un instrument finalement important, non, pour la compréhension du paysage. C'est une idée tout à fait simple, qui est cette idée que j'ai souvent dans le train, quand je voyage, où cette idée, selon que je suis assis dans le sens de la marche, ou que je sois assis à contresens, alors ma perception du monde est tout à fait différente. Comme si effectivement la manière dont mon corps est situé dans le train, la façon dont on regarde dehors, fait qu'on a une position très très différente, même si objectivement cette idée est un peu fausse, puisque il y a on est rigoureusement dans une situation parallèle et symétrique, et donc en conséquence de quoi le paysage qu'on voit est bien évidemment toujours le même. Mais la façon dont les choses arrivent dans le champ de la perception arrive d'une manière très différente l'une de l'autre, et si bien qu'effectivement ce positionnement-là nous met face à une compréhension du paysage qui, moi, je pense, est très différente, et qui nourrit pour moi une réflexion qui est celle de, pour aller un peu vite, qu'on pourrait dire être la situation où on éprouve des ambiances, où on est dans une situation un peu passive, dans une situation un peu animale, non, où les choses vous arrivent dessus sans que vous puissiez tellement les régler, et l'autre qui est une situation plus autoritaire, plus maîtrisée, où c'est vous qui êtes l'organisateur du paysage, vous êtes capable, parce que le paysage, vous le voyez venir vers vous. Vous savez, quand vous êtes dans le sens de la marche, il y a une chose qui, même sur le plan purement physique, exprime bien ça, c'est que comme les choses qui sont proches sont en train de sortir de votre champ, on pourrait presque dire que c'est comme si vous les balayiez de la main, ces choses, pour les renvoyer dans le fond, et que vous puissiez mieux voir ce qui est un peu plus loin. C'est-à-dire comme si vous pouvez, en enlevant cette chose, en faisant disparaître progressivement les premiers plans, alors d'un seul coup vous vous adressez au deuxième plan, puis au troisième, au quatrième. Vous êtes en train de construire physiquement, réellement, le paysage. Vous êtes en train de ségréger, vous êtes en train de créer une condition de lecture et de clarification de cela. Et simplement par le fait que vous avez les choses du paysage qui sortent du champ, tout simplement par le fait que le train avance. Alors que dans l'autre sens, les choses sont tout à fait différentes, elles sont même le contraire. Les choses arrivent brutalement dans votre champ de vision. Elles se ruent dans votre champ de vision. Non, elles rentrent comme ça brutalement. Et vous n'avez pas le temps de mettre de l'ordre dans tout ça, tant les choses se précipitent. Disons que dans ma première période d'homme de métier, j'étais dans le sens de la marche tout le temps. J'aimais la composition, j'aimais le sélectionner, trier. Et puis je sais pas quoi, maintenant j'aime bien être à contresens parce que je pense que j'avais sous-estimé ou sous-évalué en tous les cas beaucoup d'autres sens qui participent à la lecture du paysage. Je disais tout à l'heure l'ouïe, l'odorat, tous ces sens-là qui sont peu mis en action dans une lecture trop visuelle ou trop racontée ou trop parlée du paysage. Et puis, je voudrais introduire cette idée qui est aussi qu'il y a quelque chose d'un peu consubstantiel au paysage lui-même, c'est cette faculté d'ouverture. C'est-à-dire que les choses dans le paysage ne sont pas des choses fermées, ne sont pas des objets clos, non? Un pot, une potiche, un verre, vous pouvez quelque part en faire le tour, vous pouvez le dessiner. Dessiner un arbre, c'est une chose règlement compliquée parce que vous n'en finissez pas de faire le tour, parce que la structure même de l'arbre et de beaucoup de choses qui rentrent dans le paysage, un pré, un champ, etc., sont de même nature, c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement ouvertes. Elles bifurquent, elles sont... voilà, on ne peut pas faire, c'est Michel Serres qui dit ça, dans le tour du détail de la côte, c'est impossible. Et cette faculté de l'ouverture est tout à fait importante dans la question du paysage, puisque c'est comme ça que les choses se mettent en relation les unes avec les autres. C'est parce qu'elles basculent l'une dans l'autre. Hein, c'est par le biais de ces ouvertures, de chaque chose, que les choses se nouent, s'organisent en systèmes plus complexes. Et dans le sens à contre-marche, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans cette transition. Vous n'êtes pas dans la lecture des objets, mais vous êtes dans la lecture de ces transitions. C'est-à-dire vous vivez la transition. On pourrait presque même dire que vous rentrez dans le temps, non? Et vous quittez l'espace pour rentrer dans le temps. Et c'est pour ça que cette deuxième position est tout à fait importante à tenir en même temps que la première. Il faut que vous ayez les deux. C'est pour ça que dans le train, je conseille vivement pendant le voyage de changer de place, parce que vous êtes tour à tour, à la fois vraiment dans les choses qui se constituent, qui s'organisent,
et dans l'autre, dans celle peut-être du temps qui justement les tient ensemble. Je ne suis pas si sûr qu'il y ait une grande différence entre l'architecture et le paysage. Moi, j'ai toujours pensé que je faisais du paysage pour un jour devenir un bon architecte. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grande différence. Mais on peut dire quand même que dans la question telle qu'elle est posée aujourd'hui, dans l'architecture, par les architectes, par les revues qui les mettent en scène, les paysagistes, là, il y a une très grande différence. Justement sur cette question que les architectes aujourd'hui, mais je ne pense pas que c'est lié à la question de l'architecture, je pense que c'est lié plutôt momentanément au positionnement que les architectes adoptent par rapport à cette question, sont quand même dans la constitution des objets, des formes closes, des objets isolés les uns par rapport aux autres, qui n'entretiennent pas de relations entre eux ou assez peu de relations. La question de l'interrelation n'est pas une question qui intéresse formidablement les architectes. Or nous, les paysagistes, à l'envers, parce que j'interromps un tout petit peu, parce que là, par exemple, vous voyez ce coteau de Meudon ici, où on voit l'observatoire, on voit la grande terrasse. D'un seul coup, le désordre ambiant, enfin cet apparent désordre ambiant, je suis capable de l'ordonnancer parce que je comprends que la scène va apparaître dans mon champ. Et je suis capable de comprendre que la direction, par exemple, de tous ces bâtiments, qui peut paraître au premier abord comme ça, un peu désordonné, est à la fois sous influence du coteau, qui est en train ici de se déployer jusqu'au parc Saint-Cloud, et puis la présence de la Seine qui est en train elle-même d'aborder sa grande courbe. Donc une chose qui pourrait paraître tout à fait désordonnée, etc., s'ordonne quand je regarde les choses dans ce sens-là, parce que je suis capable de les remettre en place les unes par rapport aux autres. À contresens, je suis dans le désordre. Je vis le désordre d'une façon évidente, parce que je n'ai pas le temps ou pas la possibilité de mettre les choses en place, ni d'anticiper le moment où ce coteau va faire fond sur cet ensemble. Ce métier de paysagiste nous fait rentrer dans un monde où justement on est obligé de penser transversalement, quoi. On est obligé de traverser les différentes disciplines. C'est ce qui d'ailleurs souvent nous fait accuser d'être un peu touche-à-tout. C'est parce qu'on est obligé de s'occuper de beaucoup de choses. Donc, quand on est paysagiste, on est obligé d'être très curieux et d'avoir une connaissance du milieu vivant, mais aussi une connaissance de la matérialité, construction d'un mur, construction d'escaliers. On est obligé de connaître beaucoup de choses, bon, les paysagistes. Et ça nous oblige justement à avoir ce rapport transversal à la connaissance ce qui nous ramène à cette histoire du train, quoi. On est obligé d'être assis des deux côtés du chemin de fer. On est obligé presque d'avoir le don de l'ubiquité. Je pense qu'il faudrait qu'on se méfie terriblement les paysagistes du point de vue unique, quoi, qui serait celui qu'on regarderait le monde d'une seule façon et qu'on l'organiserait à partir de cette façon. Évidemment, l'idéal serait, si c'était possible, que vous ayez réellement le don de l'ubiquité. C'est-à-dire que vous soyez partout à la fois en même temps. Vous puissiez, je sais pas quoi, imaginez que votre corps se gonfle ou se déploie de telle manière que vous touchiez en même temps et que vous soyez en contact avec toutes les choses du paysage. Alors vous auriez quelque chance de pouvoir en dire un peu quelque chose de ce paysage-là. Alors, faute de pouvoir, je sais pas quoi, avoir cette faculté d'expansion-là, alors vous devez vous promener d'une façon quasi, je ne sais pas quoi, frénétique, non? Pour aller, et surtout, aller aux antipodes de ce site, croiser vos cheminements. Mais oui, le paysage mérite cela. Et sans quoi vous êtes vite dans l'erreur. Voilà. Imaginez la somme de données que vous devez récolter sur un paysage. Alors, en même temps on verra tout à l'heure, c'est un très grand danger parce que vous pouvez mourir d'extase tellement vous avez de choses à découvrir dans un paysage. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez être pris dans cet immense pas et ne plus jamais bouger. Quand vous commencez à travailler sur un site, n'importe lequel, vous êtes étranger à ce site, vous ne le connaissez pas. Et donc, évidemment, vous avez, par rapport aux gens qui vivent sur ce même site, un déficit de connaissances énorme, considérable. Et, je ne sais pas, pour ne pas être vulgaire, mais il faut que vous bougiez le cul donc, pour réellement entrer dans la connaissance de ce site. C'est-à-dire rattraper le retard considérable que vous avez par rapport à ceux qui vivent dans ce territoire, qui en connaissent un peu
enfin, qu'on connaisse l'histoire, la généalogie, qui connaissent les pratiques. Vous arrivez, vous êtes neuf, et si vous voulez avoir la prétention d'agir là-dessus, alors il faut que vous rattrapiez d'une façon... et donc vous mettre dans cette espèce d'état d'excitation, de surexcitation même, vous oblige quelque part à d'abord faire très attention. Vous entrez dans un territoire qui vous est étranger, donc vous devez vous préoccuper de tout cela. Et en même temps, cette sorte d'état d'agitation, il est nécessaire pour moi parce que, vous savez, c'est difficile de faire un projet sur l'espace. Vous êtes attrapé par mille et une choses qui vous dévient souvent de votre route. Et cet état de surexcitation, ce que j'appelle cet état d'effervescence, c'est une façon que vous avez d'entrer dans la question du projet et d'y entrer fortement et très vite. Je pense que vous ne pouvez vraiment comprendre un lieu que si vous allez sur sa limite, sur ses limites. Parce que c'est seulement là où vous allez comprendre d'abord la nature de la porosité de cette limite, savoir si ce lieu est vraiment clos ou s'il ne l'est pas, et s'il ne l'est pas, sur quel autre lieu il s'ouvre. Pour pouvoir réellement établir la juridiction du lieu dans lequel vous êtes, c'est-à-dire de savoir réellement quel est le vrai domaine, et pas seulement le domaine foncier du propriétaire qui vous demande d'agir, mais de connaître la vraie appartenance. Il vous faut fuir le client, non, pour, d'une certaine façon, reformuler la question de la limite. Parce que, je disais tout à l'heure, cette espèce de tremblement des choses du paysage, le fait qu'elles ne sont jamais vraiment closes, les choses du paysage, fait qu'elles négocient toujours leur rapport avec un autre paysage, et un autre et un autre. Or, moi, ce que je dis être l'horizon, c'est cela. C'est moins l'horizon vrai, qui est cette ligne qui fait limite entre le ciel et la terre, que cette idée que toutes les choses du paysage basculent l'une dans l'autre, et que vous pouvez quelque part, dans ce basculement, anticiper la question de l'horizon. Vous pouvez percevoir au loin que tout ça se réfère au plan de l'horizon. Et donc, vous devez vous inquiéter quand on vous montre un terrain, de savoir comment ce terrain s'articule avec les autres. Et souvent, j'ai remarqué que c'est souvent à l'extérieur ou en limite du terrain que les qualités mêmes du terrain s'établissent. Que c'est là où les qualités gisent. Donc, le gisement réel des qualités d'un site, elles sont souvent dans sa périphérie. Et donc, vous ne devez pas écouter votre client qui veut vous recentrer, lui, sur son domaine. Hein, et donc, vous devez le quitter. Et donc, c'est ce point, je veux dire, c'est outrepasser les limites, ça veut dire ça. C'est-à-dire expérimenter la capacité d'ouverture d'un paysage, c'est d'aller voir plus loin pour voir ce qu'il en est. C'est une si belle notion, la notion de paysage, que on aurait tort de vouloir l'enfermer quelque part, et de vouloir approcher même sa définition. Moi, j'aime assez bien qu'on ne sache pas vraiment définir ce que c'est le paysage.